Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur. Merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être à Tallinn, une ville que j'aime beaucoup. Je suis venu, pas très souvent, mais quand même 4-5 fois déjà depuis au cours des 20 dernières années. Toujours avec beaucoup d'intérêt. Très content aussi de retrouver Marek Tam, avec qui nous avons échangé l'année dernière à Paris. Ce dont je veux parler aujourd'hui avec vous, c'est de l'Europe, bien sûr, avec le thème des divisions et des cercles concentriques, ce qui nous divise et ce qui nous rassemble, ou comment articuler la future géographie politique de l'Europe. Et voilà, si on réfléchit à l'évolution de l'Europe depuis 89, on a un paradoxe suivant. Le grand sujet après 89, c'est comment réunifier l'Europe, comment retrouver l'Est et l'Ouest de l'Europe. C'était ça le grand thème de l'après-89. Les révolutions de velours en Europe centrale et orientale avaient pour slogan le retour en Europe. C'était ça le retour en Europe. Ça s'est traduit politiquement par la perspective de l'arrimage dans l'Union européenne. C'était ça le thème du retour en Europe, et je vais essayer rapidement de montrer en quoi cette mission, entre guillemets, a été accomplie. Mais le paradoxe, c'est qu'à peine avait-on pu célébrer 20 ans après 89 la convergence Est-Ouest, on découvrait un autre clivage différent, mais non moins important, au sein de l'Union européenne même, qui est un clivage nord-sud. Et c'est un clivage qui a été, en gros, mis en évidence, révélé par la crise économique et financière. Et nous avons des situations différentes et des réponses différentes face à cette crise. Et soudain, la question au sein de la zone euro, c'était, voilà, les pays débiteurs, les pays créditeurs, le Sud, le Nord, comment, dans quelle mesure l'Europe pouvait tenir, le noyau européen même, pouvait-il contenir ces divisions. Donc ça, c'est un premier paradoxe, succès Est-Ouest, division Nord-Sud. Deuxième observation liminaire, c'est que nous avons conçu une politique de voisinage à l'Est comme au Sud de l'Union européenne, qui a complètement implosé avec le voisinage lui-même. Je n'ai pas besoin de vous expliquer que le voisinage à l'Est, en Ukraine, a implosé, et avec notre politique de voisinage, qui la semaine prochaine sera examinée à Riga, le partenariat oriental. Je suis très curieux de savoir ce qu'ils vont inventer, parce que tout a implosé. Donc, tout est à repenser. Mais pas seulement le voisinage Est qui a implosé, simultanément, le voisinage sud de l'Europe a implosé. Notre voisinage méditerranéen, au lendemain du printemps arabe, nous avons vu l'automne des islamistes, l'effondrement des États, Syrie, Irak, Libye, et nous voyons aujourd'hui certaines des conséquences dans le domaine de la sécurité, l'immigration, etc. Et donc, nous avons une situation où les défis dans le voisinage, à l'Est comme au Sud, l'Ukraine et la question russe que cela pose, le Sud et la question islamique, si vous voulez que cela pose à l'Europe un défi de type nouveau, assez différent du premier. Le premier, c'est organiser la convergence. Là, quand vous êtes face à des menaces, vous avez un problème ou un défi de type différent.
S'agit-il de contenir? S'agit-il de s'engager? Sous quelle forme? Bref, ce sont d'autres types de questions. Et face à ces questions, nous retrouvons des divisions que nous croyons surmonter. Les divisions Est-Ouest, Nord-Sud, on les retrouve face au défi des voisinages. Parce que, bien entendu, on ne ressent pas avec la même acuité la crise ukrainienne, ce qui se passe dans le Donbass ou en Crimée, si on est à Tallinn ou à Riga, que si on est au Portugal ou en Espagne, vous voyez, ou même en France. Et inversement, si on est en Italie, si on est en France, si on est en Espagne, on ressent avec effet immédiat les crises au sud de l'Europe, qui peut-être paraissent très lointaines, vu de Tallinn, vu de Varsovie, par exemple, ou de Prague. Donc, vous voyez, là, comment penser une politique européenne face à ces défis à l'Est et au Sud, alors que nous avons des histoires, des perceptions, des situations géographiques, des priorités différentes. Comment faire une politique commune face à ces défis-là? Voilà certaines des questions que je voulais poser. Peut-être une dernière observation. Moi, ce qui me frappe, et c'est le troisième point qui, évidemment, peut-être introduit une note d'inquiétude, c'est que si j'observe l'Europe face à ces défis, je constate qu'au lieu d'être unie et confiante, elle est en plein doute. Elle est en plein doute, et si vous voulez une illustration de cela, pensez aux élections européennes de l'année dernière. Il y a exactement un an, il y avait les élections pour le Parlement européen, et on a tous observé, dans chacun des pays, ça se manifestait différemment, mais les partis, disons, populistes, eurosceptiques, ont fait une percée considérable à ce moment-là. Donc l'Europe, le centre de l'Europe doute au moment où il y a une attente à la périphérie. Le même jour, le 25 mai, où nous avions des élections européennes et où le doute sur l'avenir de l'Europe s'exprimait, le même jour, les Ukrainiens avaient leur élection et ils élisaient un candidat présenté comme pro-européen. Voilà, si vous voulez vous rapprocher de l'Europe, votez Poroshenko. Donc, c'est le décalage entre l'attente d'Europe et le doute au sein de l'Europe. Voilà, c'est une troisième observation liminaire sur laquelle nous reviendrons peut-être. Alors, avant d'arriver, il ne faut pas que je parle trop, parce que l'essentiel, c'est d'avoir un débat. Moi, je voulais partir d'abord des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est la convergence Est-Ouest, ce qui est le programme de 89 est un programme qui a donné de très bons résultats. Je ne vais pas vous infliger trop de chiffres, je n'aime pas ça, mais il y a une attachée scientifique qu'on m'a présentée, elle m'a dit qu'il faut absolument donner des données scientifiques, sinon les Estoniens vont penser que vous faites des affirmations gratuites. Donc je suis discipliné, je fournis quelques données chiffrées, mais pour aller vite, oui, vous pouvez même encore, on va pas faire tout. Dites-moi. Bon, là c'est la carte de, voilà. Oui, je reviens. Oui, l'Europe. Bon, petit rappel, élargissement de l'Union européenne. Voilà les différents élargissements successifs. Et si vous ajoutez l'élargissement à l'OTAN, voilà, ça sera, vous voyez, en gros, le programme de 89 traduit en élargissement parallèle de l'Union européenne et de l'OTAN. Voilà. Et si... Si, allez-y. Encore, avancez. Avancez, pardon. Encore avant. Voilà.
Et si je devais aller vite, hein, la convergence, vous la voyez dans différents domaines. Vous pouvez la voir dans la transition à la démocratie. Bien sûr, ça c'était la chose la plus importante, consolider la démocratie. Vous pouvez la voir dans toutes sortes de domaines, dans la transformation des sociétés. Vous pouvez la voir aussi dans le domaine économique. Moi, je ne suis pas économiste, mais il n'y a pas besoin d'être économiste pour comprendre le chiffre là. Hein. Vous voyez, en l'espace de 15 ans, si l'Autriche, qui est le pays qui a le PNB par habitant le plus élevé d'Europe, et là, vous voyez le rattrapage. Regardez la Pologne, en 15 ans, elle passe par rapport à la moyenne européenne. La moyenne européenne, c'est 100. Okay. La moyenne de l'Union européenne. La Pologne, 43. Bon, pas besoin de, comme on dit en anglais, this is not rocket science. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre ce tableau. Ou le tableau suivant, qui vous donne une indication encore plus précise. Sur 10 ans, c'est très court. Regardez par rapport à la moyenne européenne, regardez l'évolution en particulier de la Pologne, de la Slovaquie, mais cela s'applique aussi même à la Roumanie et la Bulgarie, qui sont censés être les cancres de l'élargissement européen. Même eux progressent. Et bien entendu, cela vaut pour les Pays-Bas. J'aurais dû, mais vous les connaissez par cœur, donc donner les chiffres concernant les Pays-Bas, mais c'est la même dynamique, c'est la même transformation. Donc, en ce sens-là, c'est une convergence, je dirais, sans précédent dans l'histoire, sur un laps de temps aussi court, parce que là, on parle de 10 ans. L'autre tableau, c'était sur 15 ans. C'est rien à l'échelle de l'histoire. Et on peut dire, cet élargissement-là, ce processus d'intégration européenne, c'était la troisième grande modernisation de l'Europe de l'Est. Les historiens ont beaucoup réfléchi sur le décalage de l'Europe de l'Est par rapport à l'Ouest. Une littérature haute comme ça, le sociologue hongrois Elemer Hankish appelait ça la névrose de l'arriération, the neurosis of backwardness. Toujours depuis le 19e siècle, toujours cette idée, comment on va rattraper l'Occident, comment on va se moderniser. C'était ça l'obsession des élites modernisatrices, libérales ou social-démocrates. Ils voulaient aller vers l'Europe, vers le modèle occidental, le rattrapage. Et il y a eu soit la méthode par l'Empire, méthode prussienne pour certains, dans la partie, par exemple, occidentale de la Pologne qui était divisée, mais qui n'a pas donné de grands résultats. Les communistes, après la Deuxième Guerre mondiale, ont proposé à leur façon une deuxième variante, un deuxième projet modernisateur. Le discours des communistes en Europe de l'Est après la Deuxième Guerre mondiale, c'est nous allons moderniser à notre façon, bien sûr, autoritaire, musclé, mais nous avons la capacité de concentrer les ressources et nous allons moderniser ces sociétés archaïques, semi-féodales, fascisantes, rétrogrades, réactionnaires. Nous allons les moderniser à notre façon, passant directement au socialisme. Bon, ça a été un échec. Je n'ai pas besoin de vous expliquer cela. On peut dire que l'intégration de l'Union européenne, c'est la troisième modernisation, la troisième grande modernisation de l'espace centre-européen, cette convergence. Je ne sais pas si... bon, on va sauter les chiffres. Il y a peut-être ça peut être intéressant. Avancer encore. Bon, on n'a pas beaucoup de temps pour faire tout. Voilà, peut-être celui-là. Non, voilà, ça. Non. Celui d'après? Celui-là. Non, avant. Avant. Celui d'avant. Oui, je crois que c'est celui-là. Bon, je n'ai pas besoin d'insister sur l'idée qu'il y a une convergence économique. Il y a une convergence dans les modes de vie, tourisme, voyage, mode de consommation. Bref, je n'ai pas besoin de raconter tout ça. Même là, il y a une enquête sur les valeurs.
et vous voyez qui ne comprend pas tous les pays de l'Union européenne, mais vous retrouvez, vous pouvez peut-être avant, après, avant, non, après, et après, non, ça j'en ai raté une. Peut-être remonter. On en avait. Tant pis. L'idée, c'est de montrer que même au niveau des valeurs, il y a des spécificités. On retrouve pour la Pologne valeurs plus conservatrices, mais chez les Tchèques, par exemple, déjà plus libérales. Et vous voyez, par rapport à d'autres pays européens, voilà, nous avons des pays du nord de l'Europe, et peut-être que les Estoniens se rapprocheraient de ce modèle-là, si j'avais des données de l'Estonie. Bref, je n'insiste pas plus longuement sur cette donnée-là. Vous voyez, ça c'est les valeurs économiques, c'est-à-dire rôle de l'État. Ça c'est le rôle du marché. Là c'est les valeurs traditionnelles, famille, religion, ordre. Là-bas les valeurs libérales, l'individualisme postmoderne qui caractérise nos sociétés. Bref, vous voyez, mais je ne retrouve pas le tableau que je voulais. Bon, c'est celui-là. Ça, c'est les partis de droite, les partis de gauche. Bon, montrer le parti de droite, même ça peut être intéressant. Vous voyez, on retrouve les Polonais ici avec près des Portugais, plus conservateurs, traditionnels. Vous voyez que les Tchèques sont beaucoup plus proches des Néerlandais, comme ça. Bref, il n'y a plus d'Europe de l'Est en ce sens-là. Même là, la différenciation, ils sont aussi divers que les Européens de l'Ouest sont, parce qu'on retrouve évidemment entre les Néerlandais et les Portugais les différences que vous retrouvez entre les Tchèques et des Roumains. Je n'oserais pas parler des Pays baltes, puisque là, je serais imprudent, je serais repris par mon voisin et peut-être par vous. Bref, je conclurai pour dire, au moment même où cette convergence-là, Est-Ouest, a été, disons, accomplie ou presque accomplie, il y a l'autre cassure qui s'est manifestée en Europe, qui est la cassure provoquée par la crise financière qui nous est venue des États-Unis avec le crash de Wall Street, mais qui s'est répandue en Europe et, comme vous le savez, qui a écartelé non pas l'Union européenne seulement, mais la zone euro, c'est-à-dire le cœur de l'Union européenne, entre le nord et le sud. Et là non plus, je ne vais pas vous accabler de chiffres. Et voilà. Oui, voilà, là par exemple, vous avez une indication. Voilà, les pays qui exportent et qui ont un surplus de leur balance commerciale, et les pays qui structurellement sont en déficit, les pays du Sud. Donc une divergence des modèles économiques, et tout ça se traduit par deux groupes de pays face à la crise. On va laisser, oui, passer, on va laisser tomber les chiffres là. On peut rester un moment là-dessus. Donc, au moment même où nous avons, nous pensions avoir assuré la convergence Est-Ouest, nous avons là le clivage Nord-Sud, avec plusieurs questions importantes. La première, c'est qu'au-delà de, on pourrait dire, mais c'est une crise, c'est temporaire, ça sera surmonté, oui, on peut l'espérer. En attendant, plusieurs, je dirais, thèmes centraux de la construction européenne sont mis à mal. Le premier, c'est de penser que l'économie, l'unification du marché, le marché commun, nous mène nécessairement à plus d'intégration. Plus on intègre le marché, plus on unit l'Europe. Hein. C'est le modèle fonctionnaliste. Marché commun,
nous amène au marché unique, le marché unique nous amène à la monnaie unique, et la monnaie unique nous amènera au lendemain radieux de l'union politique. C'est la théorie fonctionnaliste de l'intégration européenne. Une chose en amène une deuxième, qui en amène une troisième. Enfin, c'est le cercle vertueux de l'intégration européenne. La crise qui secoue encore l'Europe depuis 2008 nous montre que le marché peut, dans certaines circonstances, favoriser l'intégration. Il peut aussi favoriser la désintégration de l'Europe. Et le clivage nord-sud, le marché, c'est une désintégration nord-sud. Donc ça, c'est la première observation. Deuxième observation, nous pensions que le marché est la condition première, nécessaire, pour le développement de la démocratie. Et que donc, les pays du marché commun, l'Union européenne, par opposition aux pays d'Europe de l'Est, c'était les pays de la démocratie. Ben, on découvre que, oui, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. On peut avoir des économies de marché avec des régimes autoritaires. Les camarades chinois en savent quelque chose. Le général Pinochet, en son temps, avait montré que c'était tout à fait possible d'avoir une économie de marché avec un régime autoritaire. Donc, nous ne connaissons pas de démocratie sans l'économie de marché, mais l'idée d'avoir un marché unique ne garantit pas la démocratie. Et ce que nous a révélé la crise récente, c'est une crise des démocraties. En gros, on retrouve le clivage nord-sud avec la montée des populistes, mais de différentes catégories. Au sud de l'Europe, des populistes plutôt de gauche, Syriza en Grèce, Podemos en Espagne, qui disent « nous refusons la politique qui est imposée à nos gouvernements par les marchés ». Le gouvernement, vous votez droite, gauche, ça n'a pas d'importance puisqu'ils sont obligés de faire la même politique dans les limites fixées par le marché et par l'Union européenne, qui devient le bouc émissaire, l'Union européenne, qui fixe des règles, 3% de déficit, et ainsi de suite. Donc, vous avez les populistes de gauche, mais vous avez aussi les populistes de droite. On ne veut pas payer pour les fainéants du Sud. Les vrais Finlandais, une partie des Allemands, Alternative für Deutschland, etc. Vous avez dans la plupart des pays de l'Europe ce genre de phénomène. Donc, la démocratie confrontée à un double défi dans la crise, le défi du populisme que je viens de mentionner. Les élites sont tous pareils, droite, gauche, ils suivent la même politique, et donc nous présentons une alternative anti-système. Ça, c'est l'alternative, le défi populiste, et qui répond au défi de la technocratie. Vous pouvez changer de gouvernement, mais vous ne pouvez pas changer de politique. En anglais, on dit l'Union européenne, it's policy without politics. Et les populistes, c'est politics without policy. Ils s'en fichent de quelle politique. Mais c'est l'affirmation de la volonté politique. Et ça, c'est ce qui, nous voyons, donc les tensions et la crise de la démocratie en Europe, au moment même où nous allions, n'est-ce pas, fêter le 20e anniversaire économique. Subit aussi la crise de la démocratie, avec les doubles défis, populisme et technocratie. C'est dans ce contexte que nous avons été confrontés depuis 2-3 ans à l'implosion de nos voisinages. L'Union européenne avait conçu une politique de voisinage qui consistait à ouvrir les marchés européens dans l'espoir de favoriser des réformes dans les pays du voisinage, Est-Sud, et il y a eu une différenciation d'ailleurs dans ce voisinage, la politique méditerranéenne. La France avait lancé l'initiative de l'Union pour la Méditerranée sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Pas grande réussite, ça je pourrais le dire pourquoi. Et il y avait, à l'initiative de la Pologne et de la Suède, le partenariat oriental. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé avec
notre voisinage. Pour aller vite, je dirais l'Europe a changé, le monde a changé et le voisinage a changé. L'Europe a changé, je viens de parler de la crise, c'est de ça, en ce sens-là, nous avons un problème à régler à l'intérieur et qui affecte notre capacité d'agir à l'extérieur. Le monde a changé, c'est-à-dire les acteurs majeurs dans la région ont changé. Vous voyez, la Russie a changé. Il y a 10-15 ans, la Russie était considérée comme un partenaire pour les pays occidentaux. Elle est devenue une menace à la périphérie de l'Union européenne. Les États-Unis aussi ont changé. Pivot to Asia, on a d'autres priorités sous Obama, etc. Je pourrais dire la Turquie a changé, qui était un acteur que l'on voyait se rapprocher de l'Union européenne et qui depuis a dérivé vers d'ailleurs ce que certains appellent une poutinisation du régime turc. C'est peut-être excessif, mais le régime Erdogan s'éloigne nettement de la perspective européenne. Donc, les acteurs internationaux ont changé, et puis surtout, le voisinage a changé, à l'Est comme au Sud. La crise ukrainienne et le programme de l'Union européenne pour le voisinage s'appelait Wider Europe, l'Europe élargie. Wider Europe. C'est devenu Wilder Europe. Une Europe un peu inquiétante, pour ne pas dire plus rude. Et l'Europe n'est pas habituée à confronter des problèmes rudes. L'Europe est habituée au soft power. Simultanéité de l'implosion à l'Est et au Sud. À l'Est, avec la révolution Maïdan, au Sud, avec les printemps arabes. Et dans les deux cas, vous avez pour l'Europe l'espoir d'une démocratisation à la périphérie se transforme en une menace de sécurité. De type différent, certes, mais l'effondrement des États comme l'Irak, la Libye ou la Syrie, les guerres civiles, le problème du radicalisme islamique et le djihad, simplement le fait qu'un certain nombre de citoyens européens vont combattre dans les pays que je viens de mentionner et qui parfois reviennent et représentent une menace de sécurité. Donc soudain, les espoirs de démocratisation du monde arabe se transforment en une menace double de sécurité et migration. Et donc c'est là que nous retrouvons à la fois des points de comparaison et des différences entre les deux voisinages. Et j'insiste sur le voisinage sud parce que je sais qu'ici, je n'ai pas besoin d'insister longuement sur ce qui se passe dans le voisinage est. Mais peut-être qu'il est utile d'avoir les deux perspectives en même temps. Si je devais trouver un dénominateur commun, je dirais on retrouve dans les deux cas l'héritage de situations post-impériales. Post-impériale et même d'une certaine façon post-coloniale. Post-impériale, c'est-à-dire que vous avez au sud de l'Europe l'implosion des frontières établies après l'effondrement de l'Empire ottoman, la ligne Sykes-Picot, que les Français et les Britanniques avaient établie encore pendant la Deuxième Guerre mondiale pour fixer les frontières de l'Irak, la Syrie, etc. Tout ça a implosé. Et d'ailleurs, implosé explicitement. L'État islamique aujourd'hui, ce qu'on appelle Daesh, dit explicitement nous faisons imploser la ligne Sykes-Picot, c'est-à-dire la ligne coloniale que vous avez imposée après l'Empire ottoman. On peut dire d'une certaine façon ce qui se passe en Ukraine, mais on peut prolonger avec la Moldavie, la Transnistrie et le Caucase, etc. Tous ces conflits gelés, ce qu'on appelle les conflits gelés, c'est-à-dire les territoires contestés où un État présumé souverain ne contrôle pas l'intégrité de son territoire,
Donc, ce type de situation, c'est en partie aussi à voir comme un héritage post-impérial, c'est-à-dire l'Empire est terminé, l'Union soviétique est terminée, mais il reste des minorités russophones dans les pays voisins et la mère patrie invoque un droit de regard ou la protection de ces minorités pour affirmer une sphère d'influence. Bon, je n'ai pas besoin d'insister là-dessus, mais nous avons là une situation post-impériale de type classique qu'on peut comparer, mais on n'a pas le temps maintenant, avec ce qui s'est passé en Yougoslavie dans les années 90. Milosevic utilisait le même argument que Poutine, je veux la Yougoslavie. Ah, vous ne voulez plus de la Yougoslavie comme moi je l'entends, alors je veux la Grande Serbie, c'est-à-dire partout où il y a des Serbes, je veux la Serbie et je peux l'imposer par la force si nécessaire. Donc nous avons là, pour l'Europe, une situation post-impériale, post-coloniale, avec plusieurs questions qu'on retrouve dans les deux cas, à l'Est comme au Sud. Première question qui est la question de la démocratisation. Comment l'Europe peut-elle influer sur la démocratisation de son voisinage? Aujourd'hui en Ukraine, concrètement, quelle est la façon, la meilleure façon d'aider la transformation démocratique? L'Europe voulait le faire après le printemps arabe au sud, dans la Méditerranée. Le résultat n'est pas brillant, c'est le moins qu'on puisse dire. Il reste un cas d'exception, qui est la Tunisie, et qui mérite un soutien, je dirais, prioritaire. Je dirais, si l'Union européenne devait faire quelque chose aujourd'hui, mettre le paquet sur l'aide à la Tunisie, parce que si on peut montrer qu'un pays arabe, proche de l'Europe, de l'autre côté de la Méditerranée, peut réussir une transition démocratique, alors vous avez cassé le récit islamiste sur l'incompatibilité de l'islam avec le modèle occidental. Donc très important, l'enjeu tunisien, c'est un petit pays, mais vous pouvez peut-être faire avancer la... Voilà, donc ça c'est la carte des voisinages, et voir que nous avons donc ce double défi de la démocratisation, défi de la sécurité, je viens de l'évoquer. Si vous avez annexion d'un territoire comme la Crimée, pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, si vous avez une sorte de guerre hybride dans l'Est de l'Ukraine, mais si vous avez aussi, au sud de l'Europe, des situations de guerre ouverte entre ce qu'on appelle Daesh, l'État islamique, et les États du Moyen-Orient, vous avez donc un défi de sécurité qui se double d'un défi migratoire. De migration, car bien entendu, quand les États s'effondrent, et l'économie avec, les populations fuient, et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Et ça, c'est un choc majeur pour l'Europe, surtout au sud, mais je dirais qu'il n'est pas à exclure que si la crise ukrainienne devait mal tourner, qu'il puisse y avoir un jour aussi la question de migration venant de l'Est. Je ne veux pas être un prophète de malheur, ce n'est pas quelque chose que je souhaite, que j'anticipe, et qu'il faut envisager. Quand vous parlez à des collègues polonais, eux sont très conscients de cette possibilité. Donc, savoir que, troisième point commun, qui est la question de si vous avez un problème de sécurité, vous risquez d'avoir un problème de migration. Et une dernière dimension sur laquelle je n'ai pas le temps de m'étendre, mais c'est que dans les deux cas, à l'Est et au Sud, pour l'Europe, il y a la question de l'approvisionnement énergétique. Vous regardez le tracé des pipelines, et quand on a dit « Ah oui, ça passe par l'Ukraine, et la Russie peut fermer le robinet, il ne faut pas être dépendant de la Russie, il faut chercher des sources alternatives. » C'est une très bonne idée. Pourquoi pas les chercher au Moyen-Orient? Il y a beaucoup de gaz et de pétrole. Mais le Moyen-Orient, vous avez peut-être remarqué, n'est pas une zone totalement sûre non plus. Donc, dans les deux cas, l'énergie est un
les enjeux de la politique de voisinage de l'Union européenne. Et donc, ce sur quoi je voudrais conclure, c'est, voilà, nous avons une Europe qui a accompli la mission de 89, mais qui se retrouve tiraillée à l'intérieur par la crise de l'euro et qui doit en même temps répondre au double défi de l'implosion des voisinages. Comment peut-elle, ou quel peut être le scénario? J'ai déjà dépassé mon temps et donc je ne fais que le dire en style télégraphique. Ma conclusion, je peux l'expliciter plus tard. Je vois une Europe des cercles concentriques. Si vous voulez contenir les lignes de fracture, Est-Ouest, Nord-Sud, je vois la possibilité de le faire par les cercles concentriques. Premier cercle, autour de la zone euro. Et ça veut dire, si vous voulez que la zone euro ait un avenir, il faut que non seulement que tout le monde s'astreigne à respecter les règles qui sont celles de l'euro, il n'y a pas de opt-out là, mais il faut aussi donner une légitimité démocratique à ce que la monnaie commune implique. Avoir une monnaie commune, ça n'a pas été peut-être explicité clairement, ça signifie avoir des politiques budgétaires convergentes, ça veut dire des politiques fiscales convergentes, bref, ça veut dire quelque chose qui est beaucoup plus intégré politiquement qu'on ne l'a prétendu. La monnaie, ce n'est pas uniquement un instrument économique. La monnaie est au cœur de la souveraineté. Et donc, si on peut décider de ne pas être dans la monnaie commune, mais si on fait la monnaie commune, alors il y a un certain nombre de choses que cela implique. Et je donne un exemple. Si l'Irlande a un taux d'imposition pour les entreprises de 11%, et si les pays qui ont dû aller au secours de l'Irlande lorsqu'elle était en faillite avaient des taux d'imposition 3 fois supérieurs, donc c'est les contribuables des autres pays qui payent pour une compétition fiscale jugée déloyale. Donc, si vous voulez avoir une monnaie commune, convergence budgétaire, convergence fiscale, et ça, c'est pas possible sans légitimité démocratique. Donc, vous posez la question de quelle est la légitimité démocratique de cette dimension européenne liée à la monnaie commune. Je sais que le mot fédéralisme est un mot, et donc je n'insisterai pas là-dessus. Appelez ça autrement. On peut trouver un autre mot qui choque moins, mais c'est quelque chose de cet ordre-là. Ça, c'est le cœur de l'Europe s'il doit survivre. Il y a un second cercle qui est celui de l'Union européenne. Vous pouvez peut-être, voilà, là vous avez les différentes variantes des différents cercles. Et vous avez, donc ça serait l'Union européenne telle qu'elle existe, peut-être même, alors dans mon esprit, ça pourrait être une Union européenne élargie. Écoutez, les pays des Balkans ont besoin de l'Union européenne pour parachever la paix après l'éclatement violent de la Yougoslavie. L'Union européenne a considéré que ces pays ont vocation à rentrer dans l'Union européenne. Ils pourraient rentrer dans l'Union européenne dans ce second cercle qui serait moins contraignant à l'extérieur, à l'intérieur, moins contraignant à l'intérieur, plus ouvert à l'extérieur. Donc ça, et les Britanniques n'auraient pas besoin de sortir de l'Union européenne parce que ce second cercle, l'Union européenne, deviendrait plus souple. Je ne dis pas menu à la carte, mais deviendrait plus souple. Les opt-in-out pourraient être plus nombreux. Vous voyez? Donc ça, c'est un second cercle moins contraignant. Et puis, il y a le troisième cercle qui est celui des voisinages et que l'Europe peut espérer à terme, si les crises actuelles sont surmontées, peut espérer influer ou intégrer n'est pas le mot, mais en tout cas avoir une influence décisive sur ce troisième cercle. Donc, c'est ça qui m'a amené à mon dernier, encore, voilà,
quand je dis le modèle Kandinsky, quand je réfléchis aux lignes de clivage est-ouest et aux cercles concentriques, m'est revenue l'idée d'un tableau que j'avais vu dans un catalogue, qui est un tableau de Kandinsky que j'ai retrouvé. Et évidemment, pour penser la fracture et l'intégration, les lignes de clivage et les cercles concentriques, il faut un artiste, il faut que l'Europe ait une vision artistique, il faut que la politique s'inspire peut-être du modèle Kandinsky. J'ajoute, si le modèle Kandinsky, ici présent, ne devait pas inspirer les Européens et au contraire semer la confusion et le désarroi, l'alternative, c'est le modèle Malevich. Et vous connaissez peut-être son tableau, carré blanc sur fond blanc, ça c'est Europe goes blank, voilà. L'Europe n'a plus rien à dire. Donc, modèle Kandinsky infiniment préférable au modèle Malevich pour l'avenir de l'Europe. Donc j'essaie de résumer un peu cette conférence de mon point de vue et puis lancer quelques questions qui puissent aider à nourrir notre débat. Et je commence en fait par une remarque pourquoi ce type de débat est important. Et il est vrai, en tout cas je pense, vous partagez mon impression que le monde, y compris l'Europe, devient de plus en plus complexe et de plus en plus, je dirais, illisible. C'est-à-dire que nous avons besoin de plus en plus des clés de l'intelligibilité du monde. Et c'est justement, je pense, un rôle prépondérant, enfin, de plus en plus important des intellectuels et des scientifiques, des universitaires, d'apporter ces éléments de la compréhension. Et je pense que ce type de modèle Kandinsky sont justement ces outils d'intelligibilité dont nous avons besoin. Parce que la situation est en effet complexe, ce qui veut dire que souvent aussi ce type de débat, ce type de conférences ont une tendance de devenir une liste de défis. C'est-à-dire qu'il faudrait déjà faire une liste de défis devant l'Europe est un travail intellectuel très important. Parce que comme le professeur Ruppig vous a expliqué, vraiment, il y a plusieurs défis de tous les côtés, de l'intérieur aussi, et puis de l'extérieur. Il y a le défi de sécurité, le défi financier, le défi d'immigration massive des réfugiés, des défis économiques, etc. etc. Mais ce qu'il faut faire aussi, faire ce deuxième pas, de commencer à dresser aussi des listes, des réponses, enfin des explications, des stratégies, comment sortir, comment commencer à résoudre ces défis indéfinis. Parce que ce qui rend ce travail encore plus difficile, à mon avis, c'est que souvent ces défis sont d'une nature paradoxale, comme vous l'avez dit vous-même. D'un côté, nous avons le monde de plus en plus interdépendant. De l'autre côté, nous avons le monde de plus en plus instable. D'un côté, nous avons l'unification du marché. De l'autre côté, nous avons la fragmentation de la scène politique. Et donc, il y a des processus parallèles qui en fait, contribuent à désintégration, qui contribuent à créer, à susciter des conflits, des défis. Et donc, nous nous trouvons dans une situation vraiment qui, à mon avis, est plus complexe que jamais. En tout cas, c'est de perspective plus présente que les choses ne paraissent de la façon. Bon, et une des réponses donc, que vous apportez à comment commencer à résoudre cette situation, c'est ce modèle Kandinsky, qu'on pourrait dire aussi le modèle à plusieurs vitesses de l'Europe, l'Europe qui se compose de trois concentres, et donc chaque concentre a je dirais, une vitesse, un rythme, une dynamique différente. Et bien sûr, ce modèle est, je pense, est utile et en effet explique à la fois la réalité, mais aussi offre des perspectives pour l'avenir.
Mais pour jouer, disons, le rôle de la voie quotidienne, je me demande, est-ce que aussi ce type de modèle à plusieurs vitesses ne risque de contribuer aussi à la croissance de la désintégration européenne? C'est-à-dire que si nous avons un centre, un cœur de l'Union européenne bien intégré autour de l'euro, qui travaille ensemble, qui veut aller vers la fédéralisation de l'Europe. Puis nous avons au XIXe siècle le cercle des membres de l'Europe, de l'Union, qui hésitent, surtout bien sûr la Grande-Bretagne, mais d'autres pays qui ne veulent pas vraiment peut-être réussir toutes les règles. Est-ce qu'au bout de quelques années, les clivages entre le premier et le deuxième cercle risquent de s'agrandir au lieu de s'approcher? Et justement, parce que je pense que votre modèle fonctionne le mieux si vraiment il y a une circulation, n'est-ce pas, entre les différents cercles. Et justement, c'est ce mécanisme-là qui m'intéresse. Comment assurer la circulation au sein de ce modèle? C'est-à-dire, dès qu'il y a plusieurs vitesses, c'est comme, imaginons, il y a plusieurs trains, n'est-ce pas? Une DGV très rapide, puis un train interrégional. Comment sauter d'un train à l'autre, n'est-ce pas? C'est ça, ce mécanisme que je trouve très, très difficile à imaginer. En tout cas, c'est une question que j'aimerais vous poser, parce que finalement, je me rappelle les débats en Estonie dans les années 90. Les hommes politiques, ils ont été très contre à l'idée à l'époque, justement, qui s'appelait à l'époque l'Europe à deux vitesses. Parce qu'on a eu peur que nous serions dans ce deuxième cercle, en quelque sorte. Justement, que le premier cercle formera des grandes puissances européennes, France, Allemagne, je pense, Angleterre, puis les autres, les restent dans le deuxième wagon, en quelque sorte, dans un train moins rapide. Et le résultat, c'est en effet que nous n'arrivons jamais au cœur de l'Europe, c'est-à-dire nous restons en périphérie. Et c'est pourquoi je pense en effet que, voilà, il y a des aspects peut-être qu'il faut essayer de penser aussi à ce modèle. Mais donc là, on pourrait commencer. Qu'est-ce que vous dites à propos des... Bon, merci beaucoup pour ces observations, et puis ensuite je suis sûr que d'autres viendront. Oui, une chose c'est d'identifier les défis, c'est pas déjà tout à fait sans importance, parce que si on se trompe dans l'identification, on peut difficilement apporter les bonnes réponses. Mais la principale question que je vois derrière ces défis, surtout deux choses importantes. La première qui concerne la sécurité. L'Europe le projet européen a été conçu au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale autour de la réconciliation franco-allemande. C'était un projet de paix. L'Europe venait de subir 2 guerres mondiales. Il fallait inventer un système d'une paix européenne. Et c'est le modèle Jean Monnet, si vous voulez, le modèle des pères fondateurs. C'est la paix par l'interdépendance. Et donc vous avez cette idée que si on est interdépendant, les économies, les sociétés, les systèmes politiques, les institutions, on ne peut plus se faire la guerre. Donc on rend la guerre impensable entre la France et l'Allemagne, c'était ça la première idée, mais entre nous tous Européens, c'est ça l'idée du projet européen. Mais que découvrons-nous? Que ça marche bien au sein de l'Union européenne. Oui, c'est une machine extraordinaire à fabriquer du consensus, à trouver des compromis entre des positions différentes et qui, en temps normal, pourraient provoquer des conflits. Donc ça, c'est le grand succès de l'Union européenne. Mais ça, le fait que nous ayons banni la géopolitique de notre façon de penser, les Européens ont construit le projet européen contre la géopolitique, contre la politique de la force, contre la politique de la puissance, qui était, depuis le 19e siècle, la menace pour la paix en Europe. Donc ça, c'est un projet, en ce sens-là, contre la géopolitique. Or, que découvrons-nous dans le voisinage? Le retour de la politique de puissance, le retour de la géopolitique. Et donc ça, c'est trouver la réponse. Alors celui qui va trouver la bonne réponse,
sera un homme politique très célèbre, je ne le connais pas encore, mais nous espérons que l'Europe sera à la hauteur. Nous devons non seulement nous contenter de dire nous avons construit un projet de paix, mais nous devons être à la hauteur des défis géopolitiques dans notre voisinage. Si l'Europe n'a pas de politique étrangère, de sécurité, de défense, elle sera un grand marché, mais qui va progressivement se désintégrer sous la pression des défis externes, donc qui sont aussi des défis internes. Donc, je pense que ça, c'est la question majeure qui, au-delà des défis que j'ai identifiés, est sans doute la plus importante. En gros, avec l'annexion de la Crimée, les Européens doivent comprendre que le défi géopolitique existe. Avec l'effondrement des États au sud de l'Europe, au sud de la Méditerranée, et des gens qui ouvertement déclarent la guerre à l'Occident et qui menacent d'utiliser la terreur pour cela, les Européens doivent penser ensemble des questions de sécurité. L'autre défi, mais là, à nouveau, la réponse, la question est plus facile que la réponse, c'est les questions de migration, car je pense que si nos voisinages s'effondrent et si l'Europe sera la destination privilégiée des migrants, il y aura, c'est potentiellement de la dynamite politique pour le projet européen. Comment intégrer, comment accommoder, comment trouver des réponses, et aucun pays européen ne peut dire moi j'ai la réponse seule. Oui, parce que la tentation, et c'est ce que nous disent tous les nationalistes et les populistes, disent ah non, la solution c'est retirons-nous de l'Europe, et quoi, on va refermer les frontières. Mais dans le monde mondialisé, toute votre économie, tout le reste est lié au monde. Donc, la sortie de la mondialisation, le retour au monde d'avant 89, ça c'est un projet pour démagogue, mais ça n'a pas de plausibilité réelle aujourd'hui. Donc, si on ne veut pas laisser les démagogues et les nationalistes et les xénophobes s'emparer, et donc les anti-européens, de s'emparer de cette question, il faut qu'il y ait des réponses européennes. Et elles ont un volet sécurité, elles ont un volet solidarité, mais je crois que c'est là qu'on attend l'Europe, parce que si elle n'apporte pas des réponses qui soient compatibles avec ce que nos sociétés sont capables d'accepter, ça pourrait être une véritable menace. Donc la menace externe, après, devient une menace politique interne. Donc ça, c'est une première type de chose. Pour l'Europe à plusieurs vitesses, là je vais aller très vite, je suis tout à fait d'accord, la chose la plus importante, c'est pas seulement de dire nous avons les trois cercles, l'euro, deuxième cercle, l'Union européenne, qui à ce moment-là peut être une zone de libre-échange améliorée, en quelque sorte, avec l'état de droit, respect de l'état de droit, et à ce moment-là, même les Britanniques pourraient renoncer à quitter cette Europe-là, une Europe, donc, comme je dis, plus souple. Et le troisième cercle, les voisinages, et ça concerne, par exemple, les voisins ukrainiens, ou ça concerne la Moldavie, ou les pays comme ça. Tout ça, les cercles concentriques, ça marche s'il y a des passerelles entre les cercles. Il ne s'agit pas de construire un nouveau mur entre les différents cercles, ou d'exclure. C'est pas... donc, regardez, les pays baltes ont décidé de rejoindre l'euro. C'est ouvert. Les Tchèques et les Polonais ne sont pas encore dans l'euro. Les Polonais disent on va rentrer dans l'euro dans les années qui viennent. Les Tchèques hésitent encore. Bon, chacun ensuite fait sa décision. Mais c'est une décision libre, c'est une décision qui est prise démocratiquement, et vous pouvez passer du second cercle, si j'ose dire, au premier cercle. Inversement, si la Grèce sort de l'euro, elle peut le faire. C'est une affaire très difficile, risquée, surtout coûteuse.
avec des effets politiques pour tout le monde, mais théoriquement, c'est possible. Et alors, la question la plus difficile, est-ce que le passage du troisième cercle au second cercle, est-ce que par exemple, vis-à-vis de l'Ukraine, si nous imaginons un peu l'avenir plus lointain, au-delà de la situation immédiate, est-ce qu'il faut donner une perspective à l'Ukraine pour rejoindre le cercle de l'Union européenne? Si vous posez la question aujourd'hui en Europe, tout le monde dira non, c'est pas possible, regardez le pays, regardez, vous ne pouvez pas proposer de faire rentrer dans l'Union européenne un pays qui ne contrôle pas ses frontières, un pays qui n'a pas accompli les réformes. Mais je me place dans la situation où l'Ukraine aurait trouvé une solution à la question territoriale et où elle aurait entrepris des réformes. Et moi je dis, quand les Ukrainiens me posent cette question, j'étais à Kiev l'année dernière, moi je leur disais, écoutez, n'attendez pas que l'Union européenne vous dise demain ou la semaine prochaine à Riga, au sommet, oui, vous avez une perspective. Vous n'entendrez pas ça. Personne ne le dira, parce qu'il n'y a pas de consensus au sein de l'Union européenne pour dire ça. Mais si vous faites tout aujourd'hui, les réformes que vous entreprenez, état de droit, gouvernance, anticorruption, bref, si vous devenez un État européen qui fonctionne, vous serez dans la situation de dire l'Union européenne n'a aucun argument pour nous refuser. Nous sommes un État européen et nous avons rempli les conditions, pas parce que Bruxelles nous le demandait, mais parce que nous avons fait le choix d'être un État démocratique, un État de droit, un État civilisé, démocratique européen. Ça, c'est un choix interne. Alors, bien entendu, nous sommes il y a aussi l'autre option, qui est que l'Ukraine devienne un État failli. Et voilà, les 6 oligarques qui se partagent le pays deviennent 6 baronnies corrompues et inquiétantes à plus d'un milliard. Bon, à ce moment-là, c'est un scénario qui convient à Poutine, plus qu'à l'Europe. Donc, mais nous, nous pouvons... c'est pour ça que moi, je serais partisan de au moins de créer une ambiguïté. On ne vous dit pas que c'est de demain, mais on n'exclut rien. Et c'est à vous, en quelque sorte, de démontrer que vous êtes capable de rentrer dans l'Union européenne. Et ensuite, évidemment, donc l'idée des passerelles. Il n'y a pas de cercle. Voilà. Et bon, j'avais des choses à dire sur le rapport entre les grands et les petits pays. Oui, c'était ce qui inquiétait beaucoup, par exemple, l'Estonie. Est-ce que rentrer dans l'euro, c'est dominé par les grands pays? Oui, mais si vous ne rentrez pas dans l'euro, est-ce que vous êtes moins dominé? À ce moment-là, vous avez votre propre monnaie, et c'est une monnaie qui est constamment vulnérable à ce qui se passe dans la zone euro. Et donc, vous n'êtes pas obligé de prendre cette décision, mais vous devez choisir. Est-ce que je veux être à la table où on va décider l'avenir de la monnaie et de l'économie européenne, ou est-ce que je préfère rester à l'extérieur, mais subir toutes les conséquences des décisions qui sont prises? Et oui, là, disons, les grands pays, l'Allemagne, et ce n'est pas une question de grands et de petits pays, parce que la Grande-Bretagne est un grand pays et elle décide de rester en dehors. Il y a d'autres qui sont des petits pays et qui veulent rentrer. Donc l'euro est une façon, même pour les petits pays, d'avoir une voix, peut-être pas décisive, mais d'avoir une voix au chef libéral. C'est pas la même chose. Eux, ils sont contre la démocratie, la voix du peuple, et généralement, c'est le peuple qui s'exprime directement. Ils aiment le référendum sur ils aiment donner des réponses simples à des questions compliquées, et le culte du chef, d'un leader fort, avec généralement
des formules assez chocs comme ça, agressives. Donc ça c'est le culte du chef, le culte du leader, et c'est le peuple. Ce qu'il n'aime pas, c'est la démocratie libérale, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs. Il n'aime pas ce qui peut contraindre le pouvoir du peuple. Donc il n'aime pas la Cour constitutionnelle, il n'aime pas la Banque centrale, il n'aime pas, je sais pas, la Cour des comptes, bref, il n'aime pas tous les corps intermédiaires. Ils veulent, il y a le peuple, il y a le chef, et les réponses simples, comme je dis, à des questions compliquées. Donc, ça, c'est à la fois l'attrait du populisme, c'est pour ça que les gens sont attirés par ces solutions, peuvent être attirés par ces solutions-là. Mais il ne faut pas se tromper, ça peut être une menace pour la démocratie, mais c'est surtout une menace pour la démocratie libérale. En ce sens-là, pour la séparation des pouvoirs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, bon, premièrement, voir que le populisme prospère dans les contextes de crise. Donc, nous l'avons vu en Grèce, nous l'avons vu en Espagne. Voilà. C'est dans les contextes de crise que vous avez une poussée, et des partis qui n'existaient pas quelques mois avant les élections peuvent soudain avoir un impact. Ça, c'est un premier élément de réponse, la dépendance. Disons, c'est des partis qui expriment une colère, une frustration, un mécontentement social, parce qu'ils ont l'impression que les grands partis suivent, comme je l'ai dit, à peu près les mêmes politiques, avec des mots différents. Et que c'est l'Union européenne qui leur impose ça, en plus. Alors donc, il y a la dimension anti-européenne là-dedans. Sortir du carcan. Ce sont des partis anti-immigration, parce qu'ils considèrent que justement l'establishment, les élites, les partis en place ont toléré, accepté le développement de l'immigration, et que donc les élites d'une part et l'Europe d'autre part sont les boucs émissaires, sont les principaux adversaires. Donc ils ont là des cibles relativement faciles. Ils ne proposent pas, ils ne s'occupent pas du programme. Vous ne verrez jamais un programme public détaillé sur des questions simples. Autrefois, je disais, en Grande-Bretagne, les nationalistes sont anti-européens. En France, anti-immigrés. Maintenant, je dirais, et en Grande-Bretagne et en France, ils sont à la fois anti-européens, anti-immigrés. Donc là, une convergence des populismes. Et on le voit avec UKIP en Grande-Bretagne, anti-Europe, anti-immigrés. On le voit avec Marine Le Pen. Ils ont ce thème-là. Donc, réponse, c'est, je retourne à ce que j'ai dit, il faut que l'Europe apporte sa réponse. Si l'Europe n'est perçue que comme un moyen, comme un instrument de dépossession des gouvernements démocratiquement élus, qui ne contrôlent plus les frontières de leurs États, alors si l'Europe devait être perçue uniquement sous cet angle-là, instrument de dépossession, de même qu'il y a une dépossession face à la mondialisation, sentiment que c'est le marché, l'économie qui prime tout et que les gouvernements sont impuissants, eh bien il y a le même sentiment d'impuissance face au contrôle des frontières. Et les populistes sont donc en prise sur ces deux registres. La consolation, alors un mot pour pas trop inquiéter et paniquer le public, les populistes sont là, ils progressent, mais parfois ils retombent. C'est quelque chose qui est là aussi à géométrie variable. Et aussi, le populisme, disons, à l'épreuve du pouvoir, lorsqu'il arrive au pouvoir, lorsqu'il doit participer au pouvoir, et c'est arrivé en Hollande, par exemple, c'est arrivé dans différents pays, au Danemark, etc., vous aviez donc des partis populistes, avec le programme que j'ai mentionné, se retrouvent, ils ont tellement bien réussi aux élections, ils sont propulsés au gouvernement. Ils ont la faiblesse d'accepter
de participer au gouvernement, ce qui est une très mauvaise idée pour un parti populiste. Parce que si on est un parti protestataire, là, on est aux responsabilités. Et dès qu'on est aux responsabilités, on découvre l'autre face du pouvoir, et soit ils s'usent au pouvoir, ils sont usés, ils subissent l'usure du pouvoir, soit, dans certains cas, ils subissent les effets de la corruption qu'ils avaient eux-mêmes dénoncée avant. Et on a vu donc des cas de partis populistes qui, comme ça, s'épuisent. Le parti de Haider en Autriche a connu, voilà. Ce qui est aussi une bonne chose chez les populistes, c'est qu'ils se détestent entre eux, donc il y a souvent des scissions. Vous êtes nationaliste, mais vous trouvez qu'il y en a un qui est encore plus nationaliste que vous. Vous voyez? Donc ça, c'est la fragmentation chez les populistes, l'usure du pouvoir sont la piètre consolation que nous avons quand on ne sait pas très bien comment désamorcer leur influence. Puis encore je pense, une dernière question de ma part avant d'ouvrir. Voilà. Juste pour revenir sur les populismes, je voulais savoir si, de la part de Marita, la question c'était la coexistence entre entre les Estoniens qui sont dans les institutions européennes et les populistes de l'extérieur, ou si il y a un populisme estonien. Et pour M. Lebotnik, la question c'est est-ce qu'il y a un exemple de populisme qui est bâti un imaginaire européen? Parce que je ne sais pas, par exemple, Syriza, il peut continuer de participer à l'Europe, jouer le jeu de l'Europe, un peu forcé, mais est-ce qu'il y a un imaginaire européen qui peut se dégager? On peut imaginer, je ne sais pas, une sorte d'éloge de Charlemagne, des croisades, etc., anti-musulmanes. Mais est-ce qu'il y a des partis populistes qui ont joué la carte justement de l'intégration européenne, ou est-ce que finalement tous les partis populistes vont à l'encontre de ce cœur, de ce noyau d'État européen, euro, avec une sorte de fédéralisme en général? En fait, ce que je propose, c'est qu'on va retenir la question, y revenir, on va accumuler quelques questions de la salle et puis essayer de répondre ensemble. Mais avant, voilà, ouvrir vraiment le débat, encore une question qui est en actualité brûlante en Estonie. C'est un des défis que vous avez identifié également et dont vous avez parlé en fait déjà, mais j'aimerais bien qu'on y revienne. C'est la question de l'immigration, qui a bien sûr la suite de cette explosion de voisinage au sud, n'est-ce pas? Et je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut une réponse européenne, une politique européenne pour résoudre cette problématique qui est d'une actualité de plus en plus importante, mais aussi on voit ces jours-ci que l'Europe est en train de formuler cette politique unie de l'immigration, mais que déjà ça pose des problèmes, y compris en Estonie, qui est un des pays qui n'est pas tout à fait content avec les solutions proposées par la Commission européenne. Donc là aussi, je sais que je demande impossible, mais là aussi, si vous avez quelques éléments de réponse, comment l'Europe devrait se comporter vis-à-vis de ce problème? Est-ce qu'il faut décider qu'en fait c'est une question qui doit se résoudre au niveau national? J'ai l'impression que certains hommes politiques en Estonie pensent que c'est à nous de décider, ou bien c'est quand même une question européenne, et si oui, comment trouver ce consensus et comment voyez-vous quelques éléments de ce consensus? Voilà. Je pense que ça va la personne. Bon, sur cette question donc de l'immigration, écoutez, si j'avais des réponses, je ne serais pas ici, je serais non seulement célèbre dans toute l'Europe, mais très sollicité en ce moment pour apporter mes grandes lumières et les solutions à cette question. Quand je dis il faut une réponse européenne, c'est soit on accepte la logique que nous avons aboli les frontières
interne de l'Union européenne. Nous avons aboli les frontières entre nous. Nous circulons entre nous, c'est formidable. J'arrive de Paris, où là je suis venu de Berlin. Voilà, c'est très facile, pas de contrôle. Ça, c'est le privilège que nous avons. Libre circulation à l'intérieur. Mais si nous avons aboli les frontières de nos États, mais il faut qu'il y ait une frontière externe. Il y a des gens extrêmement bien intentionnés, mais qui disent, mais non, n'est-ce pas, au nom de l'hospitalité, de l'ouverture, de sentiment humanitaire, que je partage aussi, mais vous avez l'ouverture. Moi, je ferai une distinction là entre la question des droits de l'homme, le droit d'asile, bien entendu, vous avez là un devoir que nous partageons, donc qui est lié au droit d'asile. Là, je parle d'une migration massive qui est, pour la plupart, une migration économique. Et donc, s'il n'y a pas de frontière pour aller vite, s'il n'y a pas de frontière dans l'État, il faut qu'il y ait une frontière externe. Si on découvre que la frontière externe est, disons, non fonctionnelle, qu'elle n'existe pas en fait, elle sera remise en question. La libre circulation à l'intérieur sera remise en question. D'ailleurs, les deux choses se combinent maintenant. Vous avez en Grande-Bretagne aujourd'hui une double chose. À la fois, nous ne sommes pas dans Schengen, nous sommes une île, et donc nous nous protégeons, nous avons une politique, nous avons la souveraineté pour la politique migratoire, et deuxièmement, nous contestons la libre circulation des pays, des citoyens des pays membres de l'Union européenne au nom du rejet de ce qu'ils appellent le tourisme social. C'est-à-dire en gros des Européens de l'Est qui arrivent à Londres et qui s'inscrivent au chômage ou à des allocations diverses et variées. Donc, on peut faire le opt-in-out, mais à terme, c'est un double opt-in-out. Si on sort de la frontière commune, on sort aussi de la libre circulation. Ou on a la libre circulation dans l'Europe, mais à ce moment-là, il faut des moyens pour défendre la frontière extérieure. Cela soulève un gros problème concernant Schengen, parce que comme vous le savez, les différents pays n'ont pas la même volonté ou la même capacité de gérer cette frontière. Et donc là, vous avez un problème. Je me souviens dans tous les débats sur la Turquie. Est-ce que vous êtes pour l'entrée de la Turquie X, mais avec mes étudiants, parce que au Collège d'Europe à Bruges, bon, j'ai devant moi une centaine d'étudiants, ils viennent de tous les pays de l'Union européenne. La question de la Turquie revient régulièrement. Est-ce que vous êtes pour? Et je dis, écoutez, je peux vous énumérer 10 raisons pour qui donneraient un aspect positif à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Mais je vais vous donner une raison pour laquelle ça n'aura pas lieu. Et c'est la question de la frontière. Si vous dites aux Européens, écoutez, voilà les 10 bonnes raisons pour faire entrer la Turquie, et la 11e, c'est que vous avez le privilège, grâce à l'entrée de la Turquie, d'avoir une frontière commune avec l'Irak, l'Iran et la Syrie. Moi, je n'ai pas besoin d'un référendum pour savoir ce que les Européens pensent d'une telle perspective. Je regarde tous les soirs à la télévision, je vois que l'Irak n'existe plus, c'était effondré grâce à l'intervention militaire de George Bush et de ses amis. Ils voient que l'Iran est un État qui cherche à acquérir l'arme nucléaire et on espère que ça peut être évité. Et ils voient la Syrie qui est un État qui est en pleine guerre civile. Il y a eu 200 000 morts au cours des 3 dernières années. Donc, voilà, c'est une réponse relativement simple et brutale, mais il ne faut pas se payer de mots. Soit on veut maintenir Schengen et il faut une frontière extérieure. Et ce n'est pas faire injure à celui qui n'a pas cet accès libre. Hein. Si vous avez pris quelqu'un dedans, c'est que vous avez, par définition, laissé quelqu'un dehors.
Si la Grèce est dans l'Union européenne, la Turquie non, ben, eh bien, il doit y avoir une frontière là. Si on nous dit qu'on est incapable de garder cette frontière, et les Turcs en ce moment font tout pour rendre la gestion de cette frontière impossible, à cause de l'afflux de l'arrivée de migrants de Syrie et d'ailleurs. Donc là, je vois, voilà, il faut être cohérent. Et si on n'a pas une réponse cohérente sur la frontière externe, tôt ou tard, remise en cause de Schengen, ça sera remis en cause. Ceux dont nous profitons aujourd'hui, non, ça sera remis en cause. Et on reviendra peut-être à des arrangements plus restreints entre quelques pays qui auront... Bon, là, on peut imaginer toutes sortes de scénarios, mais je suis absolument persuadé que ça deviendra intenable. Donc, conclusion, faisons tout pour que la frontière externe de l'Union européenne soit une vraie frontière. Et ça veut dire des moyens, une volonté politique pour le faire. On verra si nous avons et les moyens et la volonté. Très bien, là on va ouvrir les débats. On a déjà une première question. On peut prendre encore une ou deux, puis avant de répondre plutôt sur le coup par ailleurs. Üks kommentaar oli nende populistlike parteide kohta, üldiselt nendel kõigil on vist omanäiline teatud agressiivsus, aga rääkides läänepoolsest, selline, kuna mainiti mitu korda Inglismaad või tähendab Ühendkuningriiki, et kas, kuidas mõjutaks näiteks selline stsenaarium mõne aasta pärast, et Inglismaa üldse eemaldub, aga Šoti on iseseisev ja nagu ma olen aru saanud, siis Šoti iseseisvuspartei on väga jälle Euroopa pooldaja. Ja üks teine küsimus on ka, ma ei tea, kuidas seda täpselt sõnastada, et see oli nüüd juba enne Ukraina sündmused, Euroopa Liiduga seoses hästi palju räägiti Ukrainas, aga alati on seda nagu valge loik olnud Valgevene, et millegipärast seda mainita, kuigi geograafiliselt nad on meile väga lähedal. Je pense qu'on prend encore une question. Peut-être pour vous introduire, mais moi aussi. Bonsoir, Sébastien Lure. Je voulais vous poser une question par rapport à une fois que tous les hommes et femmes et âmes de bonne volonté de l'Europe auront trouvé un peu une solution ou une voie pour relancer ou continuer l'intégration, la construction européenne. Comment est-ce qu'on va pouvoir la vendre ou l'expliquer au peuple européen, puisque dans certains pays de l'Europe, les dirigeants politiques ont un peu arrêté de parler d'Europe à leur population. Est-ce que vous pensez que ce sera le rôle du Parlement européen de grandir encore comme une grande institution démocratique en Europe, puisque aussi d'un certain côté la Commission européenne n'a pas une image très positive auprès des peuples eux-mêmes. Donc voilà, une fois qu'on aura cette solution, comment est-ce qu'on pourra la vendre et acquérir l'adhésion des peuples européens? Peut-être, voilà, donc on a trois questions sur le populisme dans l'imaginaire européen, la Russie, l'Union soviétique, l'Écosse, l'Angleterre, et puis sur la... Bon, les populistes essayent de trouver un terrain d'entente commun au niveau européen. On le voit au Parlement européen, par exemple. Ils ont essayé de constituer un groupe. Ils ont une petite hésitation. Est-ce que Marine Le Pen, est-ce que le Front National, est-ce qu'il peut faire partie du groupe avec UKIP ou d'autres pensaient non, il faut faire... Donc, ça, c'est une première chose. Ils découvrent qu'ils ont un agenda commun sur les questions européennes et ils peuvent donc surmonter leurs différences quand ils se trouvent à Bruxelles pour attaquer l'Europe. Cela dit, sur tout le reste, ils ont des programmes contradictoires et si votre fonds de commerce, c'est le nationalisme, vous êtes mal placé pour faire une entente de tous les nationalistes. C'est plus prolétaire de tous les pays, unissez-vous, c'est nationaliste de tous les pays, unissez-vous. Pourquoi? Pour défaire l'Europe.
D'accord, mais non, le nationaliste, il flatte l'identité et l'État contre les autres qui sont généralement perçus comme des rivaux ou des adversaires. Donc je ne vois pas une sorte d'entente ou d'international des populistes. Ils ont beaucoup de similitudes, mais je ne vois pas la possibilité de faire quelque chose de cohérent. La seule cohérence, c'est négative, c'est-à-dire qu'ils peuvent ensemble contribuer à défaire l'Europe. Ça, donc en ce sens-là, oui, ils sont importants. Et ça m'amène à la question qui est posée. Les populistes sont importants parce qu'ils arrivent à imposer leur thème dans le débat politique. Donc ça, une façon d'aborder certains sujets sur l'immigration ou sur l'Europe. Donc en ce sens-là, oui, ils sont là sur l'immigration, ils disent, on vous l'avait bien dit, on l'a toujours dit, et donc on avait raison avant tout le monde. Et donc, en ce sens-là, ils sont importants parce qu'ils donnent des thèmes que les autres partis ont voulu éviter, et ils introduisent aussi des éléments de langage dans le discours public, où les frontières entre ce qui est une préoccupation, par exemple pour les questions d'immigration, et l'expression pure et simple de la xénophobie, deviennent, disons, perméables, on passe de l'un à l'autre, on justifie l'un par l'autre. Donc, en ce sens-là, ils sont devenus importants. Regardez, vous avez parlé de la Grande-Bretagne, UKIP est devenu très important parce qu'il a posé la question de l'immigration et de l'Europe brutalement. Qu'est-ce qu'on a vu? David Cameron, au cours des 2 dernières années, a durci son discours et sur l'immigration, contre le tourisme social des pays, des citoyens est-européens en particulier, mais aussi sur l'Europe. Et toute la question du référendum est venue au sein du Parti conservateur sous la pression de UKIP. Ils avaient peur, quand ils ont vu que UKIP avait un quart de l'électorat, ce n'était pas le cas aux dernières élections, mais ils ont, à ce moment-là, repris le thème. Et c'est là où je vois l'importance des partis populistes. Ce n'est pas forcément que eux prennent le pouvoir, mais ils imposent les thèmes et le discours. Et évidemment, vous demanderez à un parti, que ce soit en France, en Grande-Bretagne, Cameron en Grande-Bretagne, ou c'était le cas de Nicolas Sarkozy, on lui a reproché parfois en France, pourquoi vous abordez tel sujet? Mais il dit, mais c'est pour ne pas laisser le monopole aux populistes de ce sujet. Donc, on aborde la question de l'immigration, de l'identité, etc. Mais évidemment, à force de toujours courir après le populisme, vous risquez de justement effacer les lignes entre les partis établis et les populistes. Donc là, vous avez un vrai dilemme. Je crois que la seule à avoir... Bon, en Grande-Bretagne, je me souviens, à l'époque de Maggie Thatcher, on disait, elle est tellement nationaliste, et elle parle tellement fort sur les questions européennes, qu'il n'y avait plus de place à droite pour un parti nationaliste et populiste. On ne pouvait pas être plus nationaliste que Maggie Thatcher. Bon, voilà. Donc ça, c'est l'argument de ceux qui disent, vous voyez, il faut occuper le terrain pour ne pas laisser la place aux populistes et nationalistes. Et il y a le contre-argument qui dit, à force de courir après les populistes, vous risquez non seulement de perdre, parce qu'on préfère toujours l'original à la copie, mais aussi vous risquez de perdre votre âme. Et ça, c'est plus grave. Donc, voilà. Non, et sur la Grande-Bretagne, effectivement, là, c'est très intéressant, les élections actuelles, parce que vous avez 2 variantes du populisme. La variante UKIP, qui est anti-européenne, mais vous avez le nationalisme écossais, qui est aussi une variante du populisme, puisqu'il rejette les 2 grands partis, et simplement, eux, ils sont pro-européens. Mais ils sont pro-européens
surtout parce qu'ils sont anti-Westminster, disons, pouvoir anglais. Et donc là, on a une dynamique de deux forces qu'on pourrait mettre dans la catégorie du populisme light. C'est pas des populistes, c'est pas des gens avec les bottes et les casques, etc. Non, c'est un populisme light. Et par certains côtés même sympathique, la leader du parti écossais. Moi, je l'ai vu dans le débat avant les élections. Elle débat très bien, elle a de la répartie, elle a un vrai tempérament politique. Simplement, le résultat, c'est qu'elle a détruit le Parti travailliste. Enfin, elle a liquidé le Parti travailliste en Écosse. Et comme le Parti travailliste fonctionnait surtout en Écosse, c'est très dur pour le Parti travailliste. Donc, voilà, nous avons là deux forces qui contestent les deux partis dominants, conservateurs et travaillistes, UKIP et les Écossais, et tous les deux posent la question européenne, mais avec des agendas opposés. Le UKIP dit que le nationalisme anglais doit sortir de l'Europe. L'autre lui répond, mais le nationalisme écossais s'affirme contre le nationalisme anglais et donc veut rester dans l'Europe. Et vous avez deux logiques du nationalisme et qui vont dans un sens différent. D'ailleurs, c'est tout un sujet très intéressant qu'on n'a pas beaucoup de temps d'aborder maintenant, c'est les fractures au sein des États existants. Moi, j'ai parlé des fractures en Europe, Est-Ouest, Nord-Sud, mais on a Nord-Sud, on l'a dans beaucoup de pays. Regardez la Belgique, Flandre contre Wallon, c'est qui paye pour qui, c'est toujours qui paye pour qui. L'Italie, Nord-Sud, Espagne, la Catalogne, qui ne veut plus payer pour le reste de l'Espagne. Derrière les nationalismes et les logiques populistes, vous avez toujours la question qui paye pour qui. Et en gros, nous avons depuis quelque temps en Europe la poussée de l'égoïsme. Hein. Et dans la crise, c'est évidemment encore plus perceptible et plus évident, hein, l'égoïsme. Non seulement je ne veux pas payer pour les Grecs fainéants, mais je ne veux même pas payer pour les Espagnols du Sud, ou pour les Wallons, ou pour... Bon, il y a toujours quelqu'un pour lequel on ne veut pas payer. Donc c'est une crise de la solidarité, du lien social, la solidarité au sein même des États, la crise des États. Hein. Les Catalans veulent un référendum sur la sortie de l'Espagne. Les Flamands, le nationalisme flamand est sur une dynamique de rupture, de fracture. C'est très clair. Hein. On est parti d'un État unitaire, on va ensuite vers une fédération, maintenant vers une confédération de fait, et il ne reste plus grand-chose. Enfin, la Belgique, il y a le roi. Avant, c'était le roi et la sécurité sociale. Maintenant, ils sont en train de démanteler, de séparer. Est-ce qu'on peut justement ne pas payer pour la sécurité sociale pour les chômeurs dans l'autre partie du pays? Donc, il ne restera que le roi et l'équipe de football. Voilà. Et l'Europe, le toit européen. La raison pour laquelle on ne va pas jusqu'à la séparation, c'est parce qu'on a le toit européen et ça rend tout ça un peu superflu. Et surtout, il y a Bruxelles. Et les Flamands ne veulent pas abandonner Bruxelles. Or, Bruxelles est 90% francophone. Pas de chance. Donc là, c'est vraiment insoluble. Il faudra faire avec. Mais voilà, donc ça, c'est la logique. Il faut que j'aille très vite. Biélorussie. Écoutez, oui, je n'ai pas parlé de la Biélorussie. On avait toujours la formule pratique qui disait que la Biélorussie, c'est le cas à part, le dernier dictateur d'Europe. On disait, pour parler de Loukachenko. On disait, lui, c'est le dernier dictateur. Bon, maintenant, il y en a deux. Donc, il est moins seul maintenant. Et même, il est, pour certains, plus acceptable que l'autre. Donc, vous voyez à qui je pense Non Tallinn, on comprend ça. Je croyais. Bon. Donc ça, c'est la Biélorussie. Et Soudan, avec ce qui se passe et à Moscou et en Ukraine, etc., ce régime que tout le monde voulait ostraciser,
On dit, ah, peut-être, il faut peut-être leur parler, etc. Bon. Donc ça, c'est... mais à juste titre, parce que ces régimes sont aussi vulnérables, ils sont dans leur système avec l'Union eurasienne, avec Poutine, ils sont très mal à l'aise là-dedans, et toujours laisser une porte de sortie au cas où ils changent d'avis, c'est pas une mauvaise politique. Bon, je ne sais plus ce qu'il y avait comme autre question parmi... Ah oui, je dirais, les politiques ont l'habitude d'invoquer l'Europe comme responsable de tous les problèmes. Donc, généralement, quand quelque chose réussit, vous dites c'est parce que ma politique était la bonne. Si quelque chose a échoué, c'est de la faute de l'Europe. Donc ça, c'est une recette infaillible, mais à force d'être utilisée par les uns et les autres, c'est une recette qui ne marche pas très bien. Je crois qu'un vrai problème de l'Europe, c'est qu'elle est incapable de parler de sa réussite, de ses réussites. Moi, je dis toujours, le plus grand succès de l'Union européenne des 20 dernières années, c'est l'élargissement à l'Est. C'est son plus grand succès. Dites-moi quel autre grand succès. C'est le plus grand succès. Intégrer l'autre moitié de l'Europe dans la stabilité, dans la démocratie et dans la prospérité, voir les tableaux que j'ai montrés, hein, la convergence spectaculaire qui est due qui est directement liée à l'intégration européenne. Hein. Prenez la Pologne et l'Ukraine, 1989, PNB par habitant, le même, à peu près le même. 25 ans après, le PNB polonais par habitant, 3 fois celui de l'Ukraine. Vous voulez savoir pourquoi les Ukrainiens agitent le drapeau européen? Je ne dis pas que c'est uniquement pour des motifs économiques. Et ils ont compris qu'ils étaient là, qu'il y a eu deux trajectoires différentes, et que la trajectoire polonaise... C'est un succès extraordinaire de l'Europe. Est-ce que vous entendez un seul homme politique européen dire l'élargissement, c'est un formidable... Il ne faut surtout pas en parler, ça risque de... n'est-ce pas, nos électeurs, ou les populistes vont en profiter, ils ont peur de l'élargissement, ils ont peur de l'ouverture. Absurde. Donc, l'Europe est incapable de mettre en avant ses grands succès. Et dernier mot sur la dimension européenne. Évidemment, tout ça, ça marchera s'il y a une dimension européenne de la démocratie. C'est-à-dire que ce soit pour l'euro, que ce soit pour tout le reste, et pour le frontière, on a eu un avant-goût aux élections européennes. Je ne sais pas si ça a été le cas ici. Dans un certain nombre de pays européens, ça a été le cas. On a eu, pour les élections européennes de l'année dernière, une tentative de vrai débat. On savait que si on vote pour les sociodémocrates, on aura comme président de la commission Martin Schulz. On savait que si on vote pour les conservateurs, on aura Juncker. On savait que si on vote pour les libéraux, c'était Verhofstadt, je crois, qui était le... pour les Verts, on savait... Donc, vous votez dans votre pays et vous savez que, au bout du compte, il y a un lien entre le vote aux élections européennes et le président de la Commission. C'est pas parfait, mais la dynamique, au moins, est engagée. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous créez des partis trans-européens. Les Verts, par définition, ils n'ont pas de problème avec ça. Ils sont un parti supranational par définition, j'allais dire, c'est leur identité. Pour d'autres, c'est peut-être plus difficile. Mais oui, l'Europe a été créée au lendemain de la guerre par les chrétiens démocrates, parce qu'eux comprenaient qu'il y a une dimension supranationale de la politique et de la vie tout court. Ils voyaient qu'il y a quelque chose de plus important qui dépasse la nation, et les sociodémocrates qui, eux aussi, voyaient une dimension supranationale de la politique. C'était les deux piliers de l'Europe dans les années 50 et 60, etc. Chrétiens démocrates, sociodémocrates. Maintenant, il y a les Verts, les libéraux. Vous pouvez voter pour les uns. Si on arrive à un système où on sait que la Commission sera présidée par celui qui gagne les élections, et si on a au Parlement européen un vrai pouvoir, ça serait ça la logique. Et même Václav Havel, le président tchèque que j'ai bien connu, avait fait un discours quand il était venu à Paris en 1999. Il avait préconisé un système fédéral
en Europe, avec une deuxième chambre au Parlement. Et il voulait que dans la deuxième chambre du Parlement européen soient représentés des députés des parlements nationaux. Donc là, vous avez un lien entre la démocratie nationale et la démocratie européenne. Et ça, c'était, je pense, une idée intéressante. Imaginez qu'on nous dise il faut, dans le cadre de l'euro, que l'on décide quelles sont les, je sais pas, les normes de convergence budgétaire pour les déficits, pour ceci, là, ou quelle sera la politique, je ne sais pas, fiscale, la convergence fiscale vers laquelle nous devons aller. Mais vous ne pouvez pas faire ça simplement parce qu'un bureaucrate dans un bureau à Bruxelles va décider ça. Vous aurez besoin d'une légitimité démocratique pour le faire. Vous pouvez le faire voter par les parlements nationaux. Vous pouvez aussi, c'était l'idée de Havel, avoir une seconde chambre où seraient représentés des députés, par exemple les présidents des commissions des finances des différents parlements nationaux seraient représentés dans la deuxième chambre du Parlement. On peut imaginer des schémas comme ça. Qu'est-ce que je veux dire? Il faut faire une passerelle, on revient aux passerelles, entre la démocratie nationale, qui doit rester la base, et la démocratie européenne, qui est un projet en devenir et qui avance lentement. Et je prends encore un peu de temps pour une autre question. Donc, je connais le signe. Bonsoir. D'abord, pardon pour mon français, c'est pas le mien, mais mon question c'est, voilà, c'est sur la politique française. Nous savons qu'il seront les élections présidentielles dans 2 ans, peut-être, oui. Et nous savons que les deux candidats sont Marine Le Pen, d'un côté, et Sarkozy, à l'autre. Oui. Vous le savez déjà? Non, mon question, c'est voilà. Nous savons que Marine Le Pen, elle est pro-russe, mais Nicolas Sarkozy, il a approuvé, par exemple, il a approuvé l'annexion de Crimée aussi. Alors on peut dire peut-être qu'il est pro-russe aussi. Mon question, c'est si le prochain président de la République sera Sarkozy, par exemple, est-ce que ça va changer les dynamiques entre France et les pays de l'Europe de l'Est? Ou bien, Président, s'il y a encore une question, sinon on arrive. Donc la dernière chance de poser une question. Oui, alors. Bon, on conclut sur les résultats des élections de 2017. Je suis très content déjà de savoir le résultat parce que ça, c'est un scoop. À Tallinn, on a déjà le résultat. Donc ça, c'est intéressant. Je ne suis pas venu pour rien. Mais c'est, vous avez raison que c'est un thème qui préoccupe, bien entendu, les politiques françaises. La politique française est dominée par le système présidentiel et donc par l'élection présidentielle. Donc évidemment, tout homme politique qui se respecte ne pense qu'à une chose, l'élection présidentielle. Voilà. Et toute femme politique aussi, ça concerne Marine Le Pen. Vu les scores actuels, il n'est pas impossible de penser que Marine Le Pen sera au second tour. Et vous avez déjà le candidat de la droite, mais je vous dis d'attendre, parce qu'il y aura des primaires à droite, voilà, ça peut évoluer. Bon, la gauche semble mal partie quand même pour les prochaines présidentielles, mais on ne sait jamais, les retournements, on pensait Mitterrand fini et il a rebondi, enfin bref, je serais beaucoup plus prudent peut-être que vous. Mais vous avez raison de poser la question, c'est est-ce que ça va modifier? Bon, Marine Le Pen, je dirais, c'est même pas le côté pro-russe, elle aime le pouvoir fort. Elle aime les nationalistes, et Poutine c'est pouvoir fort et nationalisme, donc un régime autoritaire. Oui, un glissement autoritaire, ça ne lui pose pas de problème. Il y a même plus, son parti a obtenu un prêt financier d'une banque russo-tchèque, etc. Donc, les Russes aussi s'intéressent à encourager Marine Le Pen. Je trouve d'ailleurs que
on devrait en France, enfin ça a été dans les journaux, mais je trouve que ça devrait être plus mis en évidence, cet intérêt réciproque. Si cette question devait être un facteur dans les prochaines élections, je peux vous dire que ça va desservir Marine Le Pen. Elle a de la chance que tout le monde ignore cela. Parce qu'elle dit beaucoup de choses très contradictoires. Elle dit « Ah oui, Syriza, victoire de Syriza aux élections grecques. Ah oui, formidable. Pourquoi? Parce qu'ils sont contre l'Europe. Poutine, pourquoi c'est bien? Ah bah oui, c'est un pouvoir fort, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui ne s'embarrasse pas là, des bavardages des autres. Donc, ça, c'est des choses assez sommaires, mais ce n'est pas là-dessus qu'elle gagne son soutien en France. Il ne faut pas imaginer que les Français sont des gens qui votent parce qu'ils pensent à Poutine. Non, c'est des électeurs du Front National, ils votent contre les immigrés et ils votent sur la question sociale. Où Marine Le Pen a-t-elle son électorat aujourd'hui? C'est en gros l'électorat des classes les plus défavorisées, ancienne classe ouvrière, ceux qui restent de la classe ouvrière. C'est le parti qui a le plus fort vote ouvrier en France, plus que tous les autres partis. Le Parti socialiste n'a plus de vote ouvrier. Le Parti socialiste est un parti de fonctionnaires, enseignants, etc. C'est le service public. C'est le parti du service public. Mais, vous voyez, et donc, il y a eu de la place qu'autrefois, il y a 30 ans, 40 ans, c'était occupé par le Parti communiste. On parlait de la ceinture rouge autour de Paris, etc. Ils ont pris cet électorat populaire, et donc c'est la question sociale, les déclassés, peur de l'Europe, peur de la mondialisation, peur de l'immigré. C'est là-dessus qu'elle se fait lire. C'est pas sur Poutine ou sur la Crimée, etc. Ces gens-là ne savent même pas où est la Crimée, et Poutine, il le voit de temps en temps. C'est pas là-dessus que l'électorat, soyez assurés que l'électorat de Marine Le Pen ne se prononce nullement sur ces questions. Et je pense qu'au contraire, que si on rendait plus public, si on faisait un peu plus de publicité autour de l'intérêt que Poutine porte à l'extrême droite européenne, qui reprend ses thèmes aussi. L'Europe, voilà, qu'est-ce que c'est? L'Europe, l'Occident, c'est décadent, c'est faible. C'est voilà des gens qui savent pas, c'est des gens qui sont pour le mariage gay, pour tout ça. Ils ont perdu toutes les valeurs, etc. Donc il y a cette... là, il y a une connivence, peut-être, entre l'extrême droite, pas seulement en France, mais, et Poutine. Et Poutine, dans son virage conservateur, religieux, eurasien, je ne sais pas quoi, touche aussi cet aspect-là. Et donc, si je peux dire, c'est pas Poutine qui amène des votes à Marine Le Pen. La question, c'est si il y avait, c'est Sarkozy. Donc, est-ce que Sarkozy, parce que il faut quand même être clair, si c'est Sarkozy contre Marine Le Pen, pour moi, il n'y a pas photo, Sarkozy devient président. Donc la question c'est, est-ce que, parce que Sarkozy s'est montré indulgent sur les motifs russes sur la Crimée, est-ce que c'est une indulgence envers le régime Poutine? Je crois que deux choses. Moi, je ne connais pas, je ne le connais pas personnellement, je ne sais pas ce qu'il pense. Je sais seulement qu'il vient d'une famille d'émigrés hongrois qui a fui le communisme à la fin des années 40 et il a été élevé, c'est un anticommunisme virulent, Sarkozy. 56 pour les Hongrois, ça signifie quelque chose, et il est dans cette veine-là. Il n'a jamais flirté avec communisme, pétant, non. Donc c'est pas tout à fait le genre de la maison. Alors, pourquoi a-t-il montré cette indulgence face à Poutine? Je ne peux que spéculer. Un certain nombre de gens à droite pensent que nous avons un ennemi, un problème majeur, principal, qui est le défi de l'islam radical. Et que face à ce défi au sud, Syrie,
on ne peut pas mener en quelque sorte l'affrontement sur les deux fronts. Et que peut-être une sorte de, pas d'indulgence, mais disons, les Anglais ont une forme de benign neglect. Voilà. On met une hiérarchie des priorités et le Sud, la menace du Sud, leur paraît plus importante que l'annexion de la Crimée. Je ne dis pas que c'est la bonne réponse, hein. Pas pour moi. Mais je pense dans la pensée de certains dirigeants de la droite. C'est mon hypothèse. Je ne formule là qu'une hypothèse qui est personnelle. Et que donc, ça ne veut pas dire qu'ils approuvent, ça ne veut pas dire qu'ils ont des sympathies pour un ancien agent de KGB ou quelque chose. C'est pas le genre de la maison Sarkozy. Non. Par contre, il peut y avoir cette idée que l'Europe aura des grands défis à affronter et qu'une sorte de compromis avec la Russie sera nécessaire et que, pense-t-il, on n'avait ni les moyens ni la volonté d'empêcher Poutine de faire ce qu'il a fait en Crimée. Résultat, on fait des sanctions, ils ont tous approuvé les sanctions, qui ont un certain effet d'ailleurs sur l'économie russe. Mais voilà, je ne voudrais pas spéculer au-delà. Je serais même prêt à parier qu'une fois élu, Sarkozy travaillera au plus près avec Angela Merkel, parce que c'était leur partenariat pendant la crise économique. On l'appelait ça même Merkozy. Merkel et Sarkozy collaboraient si étroitement pendant la crise. Je pense qu'il voudra rétablir ce lien. Un des reproches qu'il fait au gouvernement actuel, c'est d'avoir négligé la relation franco-allemande, qu'ils avaient laissé ce... Enfin, voilà. Et donc, je crois que la politique vis-à-vis de la Russie sera faite de concert avec celle des autres Européens, de l'Allemagne en particulier, mais pas seulement d'Allemagne, pourquoi pas aussi de la Pologne. Et ce que l'on voit aujourd'hui avec le modèle, ce qu'on appelle le modèle Normandie, c'est-à-dire la France, le président français et la chancelière allemande négocient avec Poutine et Poroshenko. Ce format-là, à mon avis, c'est ça qui va continuer, et la politique française sera une politique de continuité beaucoup plus que de rupture après les élections présidentielles. Voilà, c'est mon impression personnelle, mais il faudra que vous demandiez à des diplomates, il faut vous adresser directement aux politiques eux-mêmes. Bon, on a épuisé nos 2 heures et je laisse la parole pour conclusion à M. directeur de l'Institut français. Voilà, c'est pas vraiment une conclusion, hein, c'est juste une clôture. Merci d'abord, des remerciements, essentiellement. Des remerciements, bien entendu, à M. Jacques pour son intervention, les innombrables idées qu'il a semées tout le long de son colloque, et qui nous laisse beaucoup de choses encore à discuter. Merci, Marita, pour avoir animé et conduit ce débat et posé des questions qui ont restructuré la discussion. Merci à vous tous d'être là. Je n'oublie pas, nos chers amis, dans le bocal, qui ont merveilleusement travaillé comme d'habitude. On les sent pas, mais ils ont quand même un beau rôle, un beau travail. Merci encore une fois. Merci Vaour Madé, oui, qui est peut-être parti. Ah, je suis vraiment navré. Le directeur adjoint de l'école de diplomatie avec qui nous faisons cette action. Merci à la commission, à la délégation de la Commission européenne qui est aussi un partenaire à cette action. Cette action va se poursuivre l'année prochaine, en tout cas avec la venue de Madame Le Bloanec, qui est aussi du CERI, je crois, je ne me trompe pas, professeur, qui vient voir de Sciences Po, qui est une spécialiste des relations franco-allemandes et de relations européennes et atlantiques. Donc la discussion que nous avons lancée, qui a débuté par M. Rubnik et qui a débuté par
Jean-Noël Jeannet et qui aujourd'hui se conclut avec M. Optic, va se poursuivre l'année prochaine. Donc on vous donne rendez-vous au mois de septembre, au mois d'octobre, puisque c'est au mois d'octobre que c'est en bas d'Abril de l'année. Et dans l'immédiat, je vous propose d'aller boire un verre, de discuter un petit moment, peut-être entre vous et avec M. Optic. Et à très bientôt. Au revoir, merci à tous.